Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think had never been investigated to satisfaction. Ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. In the mapping report, it's the first effort of the United Nations to try to document and tell the story of the suffering of millions of Congolese. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Je reçois donc aujourd'hui, et je vous remercie d'être là, Thierry Michel qui a réalisé ce film absolument magnifique que l'on peut voir sur les écrans en France et certainement dans le monde entier. Alors vous avez une carrière absolument incroyable, de très nombreux films, et vous êtes passionné en particulier pour le Congo, mais pas seulement. Il y a votre filmographie qui est très longue, se passe également dans d'autres continents, pays, Brésil, etc. Donc ce film sur le Congo, dont on vient de voir un extrait, suite un autre, précédemment, L'homme qui répare les femmes. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer autant de temps à faire ces 2 films qui sont des documentaires éclairés et éclairants? Ça fait 30 ans que je suis l'actualité congolaise et que je m'intéresse à son histoire. Donc j'ai fait 13 films. Et c'est vrai que l'avant-dernier, c'est le film sur un docteur qui à l'époque n'était pas prix Nobel, il est devenu après, qui soignait les femmes violées à l'est du Congo, mais on parle de viol avec extrême violence, c'est-à-dire viol arme de guerre, et qui avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Et je l'ai rencontré ici à Paris. On avait tué un de ses proches, qui était mort à sa place. Ses enfants avaient été pris en otage et il est venu se réfugier ici. Et il a le courage de repartir. Mais on s'est vu ici et je lui ai dit, j'ai déjà traité de beaucoup de thématiques au Congo, pas vraiment la guerre à l'Est, un peu dans un autre film. Et je voudrais consacrer un film sur votre personnalité, que je trouve exemplaire d'empathie pour les victimes, de charisme et de courage. Il est donc reparti et j'ai fait ce film L'homme qui répare les femmes, qui a une carrière internationale invraisemblable. Il est aujourd'hui sous-titré en 28 langues, c'est vous dire. Moi j'étais dans 30 pays présentés, 25 avec le docteur, et les grandes enceintes internationales que sont les Nations Unies, à New York, le Conseil des droits de l'homme à Genève, le Parlement européen à Bruxelles, le Congrès des Nations Unies à Washington. Et donc, mais on a cru avec ce film qu'on allait amener un changement fondamental par rapport au massacre et aux guerres dont était le théâtre, le Congo, depuis pas mal de temps. Et on a vu que s'il y avait une empathie pour les victimes, d'ailleurs il y a un fonds qui a été dédié aux victimes, il n'y avait aucun changement. Les massacres continuaient. Si je vous dis qu'il y a 3 semaines, c'était 52 personnes, si j'ai bonne souvenance, massacrées à l'arme blanche en moins de 24 heures, en Ituri. Voilà, c'est un carrousel perpétuel qui perdure depuis 25 ans. Donc on s'est dit vraiment, et le docteur m'y a poussé en disant, après un film sur les victimes, si on veut que les choses changent, il faut faire un film sur les bourreaux. Il faut dénoncer l'impunité.
J'ai donc commencé ce film, et puis il y a eu ce discours historique, parce que le docteur a eu le prix Nobel, et il a fait un discours à Oslo qui est quand même je pense, des très beaux discours de prix Nobel, où il dit deux choses. D'abord, il y a un rapport qui parle de tous ces massacres, mais il dort au fond d'un tiroir des Nations Unies. C'est le mapping. Qui a pris la poussière. C'est ce fameux rapport mapping qui listait déjà sur une dizaine d'années, 93, 93, 2003, 617 crimes et massacres classés, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire volonté génocidaire. Et ce rapport qui avait été très difficile à être publié, c'est parce qu'il y a eu une fuite dans le journal Le Monde, reprise par d'autres journaux comme le New York Times, le Guardian et d'autres, qu'il a été révélé au public. Mais il a été bien vite enterré. Et donc, il n'y a jamais eu de suite judiciaire à toutes les résolutions que proposaient ces spécialistes des Nations Unies. Et donc, je pense qu'il fallait sortir cette histoire de l'oubli, d'où le titre d'ailleurs, l'Empire du silence. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Comment vous êtes-vous retrouvé au Congo? Parce que vous êtes belge, et vous ne faites pas partie des Belges qui ont occupé le Congo. Je ne suis absolument d'aucune descendance coloniale ou autre, pas du tout. Ma famille n'avait ni les moyens, ne voyageait pas. On est venu une fois, une année... en vacances à la Côte d'Azur en camping, mais c'était vraiment la seule fois qu'on était sorti de Belgique. Non, c'est la rencontre de l'histoire. J'ai fait d'autres documentaires dans d'autres pays avant. Je venais d'ailleurs d'en faire un pour la télévision belge sur la Russie, la fin de l'Empire soviétique, la glasnost, la perestroïka à l'époque de Gorbatchev. Et j'ai cette passion de l'histoire et je voulais, avec ma caméra, être témoin d'une histoire en train de basculer, un changement profond, comme John Reed avait fait une magnifique narration de la Révolution russe en 17. Je me disais, il faut être là avec sa caméra, parce que en 91, le 4 décembre, était le dernier jour du mandat du président maréchal Mobutu, qui régnait déjà depuis bien plus de 25 ans, et il avait accepté le principe de la démocratie et du pluripartisme, et donc c'était la fin du match. C'était... Toute la population avait dit on va fêter ça, on va descendre dans les rues, on va chanter, danser, sortir les casseroles. Ça va être un moment exceptionnel de tournant dans l'Afrique, la fin des monopartismes, la fin des grands dinosaures, la fin. Bon, et j'ai été pour filmer ce moment historique. Voilà, c'était un film. Je le faisais aussi après des films au Brésil et dans d'autres pays, donc voilà, je voulais. Et l'habileté machiavélique de Mobutu était évidemment de basculer vers une période d'instabilité totale en orchestrant, c'est lui qui a orchestré, j'en suis formel, les pillages et une violence. D'ailleurs, c'est l'époque, on a parlé des hiboux, c'était ces groupes qui créaient la terreur dans l'opposition. Voilà. Et il est resté au pouvoir. Et il a pu rester au pouvoir encore jusque mai 90, le 17 mai 97. J'avais fait un film sur la révolte populaire, la nomenclatura mobutiste. J'avais filmé les hauts dignitaires du régime, mais je n'avais pas filmé. Et je me suis attaché à l'histoire. Voilà. J'étais un peu aussi porte-parole des révoltes populaires, ou de la détresse populaire parfois. Et donc j'ai continué. J'ai fait le film Mobutu roi du Zaïre. Et puis j'ai continué. C'est un pays continent. C'est un pays grand comme l'Europe. Il y a une différence, des diversités de cultures, d'histoire, de traditions, de paysages qui sont tellement énormes. J'ai fait le film Congo River, qui est un grand film, on va dire, de géographie politique. Voilà, et puis de l'un dans l'autre, j'ai traité un peu toutes les thématiques du Congo. La guerre économique au Katanga qui se passe sur ce coffre-fort de réserve indispensable aux économies occidentales et asiatiques de matières premières. L'affaire Chebeya, qui était l'assassinat, je dirais, du Martin Luther King congolais, du grand défenseur des droits de l'homme. Voilà, tout ça s'est enchaîné parce que c'est devenu une sorte de devoir moral de continuer, et on me le demandait aussi, d'être témoin privilégié de ce qui se passait, de l'histoire de ce pays. Alors, encore je suis devenu un chroniqueur, on peut dire. Et si on prend l'histoire de Mobutu roi du Zaïre, qui commence à l'époque coloniale et se termine avec sa mort en exil au Maroc, comme vous savez, et puis ce film-ci qui commence en 94 sur son déclin et qui nous mène à aujourd'hui avec l'avènement d'Étienne Tshisekedi, ben voilà, je pense qu'on a une très grande page de l'histoire, en tout cas toute l'histoire post-indépendantiste congolaise. Alors, revenons un petit cran en arrière. Comment avez-vous commencé? Vous étiez à Charleroi,
en Oui. Belgique. Oui. Et vous êtes devenu un réalisateur mondialement connu, avec de grands succès. C'est un parcours idéal, évidemment, mais comment est-ce que c'est arrivé? De fil en aiguille, je dirais, de voisinage en voisinage, parce que j'ai commencé par filmer des films sur l'histoire sociale. Mais votre vocation, d'abord, de prendre une caméra, vous auriez... Qu'est-ce qui vous a orienté? C'est très simple. Vers 13-14 ans, même peut-être 12 ans, j'étais passionné de photos. Et j'allais avec mon appareil photo filmer non seulement le paysage de la région qui est la mienne, Charleroi, région minière, ce qu'on appelle le Pays Noir. Voilà. Mon grand-père ayant travaillé dans la mine, j'ai eu accès pour aller faire des photos dans la mine. J'étais dans la sidérurgie. Voilà. J'avais besoin de filmer l'histoire des hommes. Et les paysages aussi. Voilà, monter sur les terris pour voir ces hauts fourneaux dantesques et faire des photos. Et j'ai eu envie de faire du cinéma. De la photo, je suis passé à ce désir de faire du cinéma. Une école? Oui, et j'ai terminé mon baccalauréat un peu tôt parce que j'ai voulu accélérer les choses. Donc à 16 ans, j'entrais à l'école de cinéma à Bruxelles. Voilà, dont je suis après devenu professeur pendant plusieurs décennies. Mais voilà, j'ai commencé des films sur mon environnement immédiat, des chroniques sociales de la région où j'habitais, Charleroi et puis Liège. Et puis il y a eu un désir de respirer un autre air, de partir ailleurs, de chercher d'autres solidarités. J'avais l'impression d'une déliquescence des solidarités sociales ou politiques. Je cherchais une utopie, je pense. Et donc je suis parti ailleurs. D'ailleurs, mon premier film tourné au Maroc s'appelle Issue de secours. Et là, ça s'est enchaîné. J'étais au Brésil, j'ai fait enfin Gosse de Rio et puis à Fleur de Terre. C'était le Brésil où j'avais filmé la culture afro-brésilienne. Mais vraiment, donc, j'allais dans les milieux pauvres, dans les favelas où je m'étais immergé, ou avec les gosses de rue, j'étais dans les milieux africains, en fait. Et c'est de là que j'ai basculé vers l'Afrique noire, le Congo. Maintenant, je n'ai pas filmé qu'au Congo, j'ai filmé en Somalie pendant la guerre. J'ai filmé toute une chronique d'un hôpital en Guinée, j'ai filmé au Maroc. Voilà. Mais après, il y a eu un attachement au Congo parce que je croisais l'histoire des hommes et je voulais aller au bout de la logique. Et je pense aujourd'hui, personnellement, avoir fini le cycle de 13 films quand même sur 30 ans. Alors, l'histoire des hommes, c'est aussi des témoignages, par exemple celui du pasteur, dont on a entendu un bref extrait. Là, j'en ai à vous proposer un extrait un peu plus long, qu'on va écouter maintenant. Quel gouvernement, par exemple, ou quelle armée, ou quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel, pour le récompenser ou pour en avoir peur, pourquoi? C'est là où on se demande réellement si le gouvernement existe ou ça n'existe pas. Est-ce que la justice comme telle, elle est là et sans justice, on n'aura pas de paix? Il faut tuer 1000 personnes pour devenir général au Congo. Vous voyez cette logique-là? Alors, c'est un mystère, cette affaire, ces massacres qui se poursuivent, ces rapports qui sont enterrés, qu'on sort comme ça. Et vous avez dit cette inaction. Rappelez-nous le contexte général. Comment est-ce que ça s'explique? Les choses commencent de manière extrêmement logique, on va dire. Il y a le génocide au Rwanda. Une partie des génocidaires bascule et passe à travers l'opération Turquoise. Et la France fait le couloir d'ailleurs d'évacuation pour se réfugier au Congo. Des camps se font, il y a là-dedans des génocidaires et des civils, de très nombreux civils, plus d'1 million de civils. Voilà. Et à partir de là, ça va basculer pour le Congo. Parce qu'ils sont trop proches de la frontière et le président Kagame, qui vient de prendre le pouvoir, estime qu'il représente une menace. Et donc va décider de mener une opération militaire, comme les Russes font en Ukraine, pour aller, sauf que là, c'était pour aller au départ régler leur compte aux anciens génocidaires Hutus de l'autre ethnie. Donc. Voilà. Donc il y a une logique.
peut-être de sécurité militaire, et puis la revanche, parce que les populations Hutus, une partie va rentrer au Rwanda, une partie va fuir à travers le Congo. Ils vont remonter pendant des mois, et c'est ce qu'on appelle la route de la mort, sur plus de 2000 km à travers les forêts pour fuir les forces de l'armée rwandaise. Même si à leur tête, on a mis Laurent Désiré Kabila, un rebelle reconverti congolais, bon, qui donne la caution aussi congolaise. Donc c'est une guerre qui est très logique, même si elle est redoutable dans l'extermination systématique de populations civiles. Et quel est le besoin d'exterminer les civils? Constitue-t-il une menace? C'est des raisons, je pense, ethniques qui vont jouer, oui, peut-être. D'éradiquer. Quelles étaient les raisons de tuer les Tutsis au Rwanda? Évidemment, on est dans des règlements de compte ethniques. Et là, on est dans la revanche. Certaines victimes, étaient-ce des victimes qui deviennent des bourreaux, ou est-ce que c'est ceux qui, à ce moment-là, ont envahi, venant d'Ouganda, de la diaspora rwandaise en Ouganda, des militaires qui sont venus éradiquer? Voilà, la question va se poser. Bon, mais il y a une logique. À partir de ce moment-là, ils ont entraîné dans cette guerre d'autres pays, comme le Burundi et surtout le pays de Museveni, l'Ouganda de Museveni. Ils découvrent que ce Congo, c'est un trésor, une réserve de minerais, de richesses, de matières premières extraordinaires. Et donc, ils vont faire la prédation, l'exploitation brutale, illégale des richesses congolaises. Mais ils vont y prendre goût. Et donc, quand Laurent Désiré Kabila, autoproclamé président de la République, veut remercier les armées d'occupation rwandaises, en l'occurrence, en disant « vous nous avez bien aidés à faire tomber le maréchal Mobutu, maintenant vous pouvez rentrer gentiment dans votre pays », les autres ne l'acceptent pas. Ils sont là pour exploiter les mines, ils ont massacré, maintenant ils exploitent et ils font la prédation. Et donc, ils veulent rester, et une deuxième guerre va commencer. Tout ça est assez logique. Et cette guerre va entraîner, entre autres, un épisode extraordinaire quand même, c'est qu'à Kisangani vont s'affronter l'armée rwandaise et l'armée ougandaise pour s'accaparer les richesses diamantifères. Du Congo? Du Congo. Et vont tomber sur la tête des Congolais 6000 bombes, rien que sur la ville de Kisangani, qui est effroyable. Les victimes se comptent par dizaines de milliers. Voilà. Donc voilà. Et va commencer aussi une apparition de nombreux groupes armés, de plus divers, dont l'objectif est évidemment s'approprier les carrés miniers. Ça devient comme un cancer qui se généralise. Et comme l'impunité est la règle au Congo depuis 25 ans, mais finalement, cette impunité va s'étendre à d'autres régions, au Nord Katanga, au Kivu, etc. Et on va toute une frange du pays, pas l'ensemble du pays, mais toute une partie du pays, va plonger dans une violence endémique, une spirale invraisemblable de violence, avec des pratiques de massacre de plus en plus ignobles et inadmissibles et inhumains et même inimaginables. Parce que là, on se rend compte que l'être humain, quand il perd les balises que sont le droit, l'état de droit, simplement, la justice, une société structurée, peut retomber dans des barbaries qu'on ne pensait plus possibles. On va écouter un autre témoignage qui est dans votre film, L'Empire du silence. J'espère qu'un jour, ces salopards, c'est le terme, seront jugés et que sur cette partie des événements que j'ai vécus, je suis prêt à aller au tribunal, enfin, la CPI, pour, si ces gens sont arrêtés et jugés un jour. Donc, pour moi, ce sont tous des gens à foutre en prison. Et essentiellement, je le dis souvent, il n'y aura jamais assez de prison au Congo pour ces gens-là. Moi, je pense que le meilleur moyen, ce serait de construire un grand mur autour du Parlement, un grand mur autour de la présidence de la République et des ministères. Comme ça, ces salopards restent enfermés là-bas pour la vie. Qui était ce témoin ? Alors, c'est un journaliste qui a été témoin, qui a été embarqué d'ailleurs par un groupe rebelle de force, comme journaliste, pour filmer leurs exactions, dont ils étaient très fiers, qui en étaient malades complètement.
et qui a voulu après porter son témoignage. Son frère aussi était un grand journaliste d'investigation travaillant pour la radio Okapi, qui est la radio des Nations Unies au Congo, qui était assassiné justement parce qu'il faisait de l'investigation. Donc voilà, lui est en exil en France et a voulu que il a écrit un livre, plusieurs livres, mais un de ses livres porte un nom qui est très évident. On tue tout le monde et on recommence. Je pense que ça dit bien la situation. Et donc là, il fait un peu une parabole. C'est vrai qu'il a dit ça, je pense, en référence au régime Kabila, qui n'est plus en place aujourd'hui. Mais il y a une vérité au-delà de ça. Dans la classe politique, il y a toujours, et dans la hiérarchie militaire, des gens qui ont beaucoup de sang sur les mains. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Voilà, et qui sont des prédateurs. C'est vrai que la carrière politique sert principalement à dépecer la bête, accaparer les richesses. Mais il n'y a pas que les Congolais qui dépecent la bête. Hein. On voit bien que les forces étrangères qui occupent le Congo, officiellement ou pas, se servent des richesses, et que la communauté internationale en tire l'usufruit aussi, dont certaines multinationales. Donc ça arrange bien tout le monde. D'où l'empire du silence, finalement. Parce que cette crise congolaise, quand même, c'est invraisemblable. Ça dure depuis 25 ans. Moi, je ne vais pas dire des millions, mais des centaines de milliers de morts et des millions de victimes. Ça, c'est une évidence. Tous les chiffres les plus officiels, même des gens qui ont fait des recherches, des démographes envoyés faire des recherches, constatent ce fait-là. Et on est toujours dans l'impunité. Or, je vois bien que pour l'Ukraine, il n'y a pas fallu longtemps pour qu'il y ait des sanctions vis-à-vis des responsables des crimes. Et là, on tolère. Alors ça, c'est une grande énigme. Alors là, je vais vous montrer un extrait de votre film aussi, une manifestation justement à propos de ce rapport qui a été enterré. Au sein de la population, les choses changent. Et partout, des voix se font entendre à l'occasion du 10e anniversaire du rapport Mapping, qui continue à prendre la poussière dans les tiroirs des Nations Unies. Des survivants des guerres et des massacres, des avocats, des hommes et des femmes défilent côte à côte à l'appel du docteur Mukwege dans des marches pacifiques et courageuses. Ils réclament la mise sur pied d'un tribunal international pour ces crimes imprescriptibles, pour que justice soit rendue aux victimes et pour que les criminels soient enfin obligés de rendre compte de leurs actes. Je rêve d'être dans une salle d'audience entourée d'avocats compétents, plaidant devant des juges indépendants, intègres et impartiaux. Je rêve qu'à la fin de ces projets, toute la vérité soit dite sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide commis dans mon pays, des crimes qui doivent choquer la conscience de l'humanité. Je rêve enfin que le peuple de la région des Grands Lacs pardonne, se réconcilie pour faire germer un arbre de la paix au cœur de l'Afrique. On ne peut, Thierry Michel, que s'associer à cette demande de justice. Espérez-vous que cela va... Mais quand on voit la société civile qui se mobilise, quand on voit ces femmes, ces avocats, les barreaux, les jeunes, les survivantes, c'est qu'il y a un mouvement qui s'amorce. Alors, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours... c'est comme l'eau. La vérité, elle va transpirer, elle va traverser, elle va s'infiltrer. Et je pense que la justice est inéluctable. Je me demande d'ailleurs pourquoi il faut encore attendre. Pourquoi des sanctions n'ont pas été prises de manière plus évidente, pourquoi le pouvoir actuel n'a pas épuré l'armée, ou quand même les gens que je cite, qui sont cités dans le film par des survivants, sont quand même des gens aux plus hautes fonctions militaires, pas seulement au Congo, dans les pays limitrophes. Je pense que là, j'espère que le film va contribuer. Il soutient quand même une campagne de plaidoyer extrêmement courageuse du docteur Mukwege qu'on vient de voir. C'est un prophète, ce docteur. Hein. Il
faut le dire, il a un courage absolu. On a tué son directeur adjoint qui devait le remplacer à la sortie de l'hôpital, 3 balles dans la tête. Si le docteur est toujours en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il est enfermé, comme dans une prison, dans son hôpital, sous la protection des Nations Unies. Il ne peut se déplacer qu'avec un convoi militaire des Nations Unies. Le prix Nobel, vous imaginez? Voilà, donc, voilà. Mais au moins, le docteur a amorcé un mouvement irréversible. Et vous avez contribué également à ce mouvement. Bravo, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et merci pour ce que vous avez fait avec vos films, dont j'espère nous aurons l'occasion de reparler ici même. Pas... J'essaye. Vous savez, Voltaire disait « j'écris pour agir ». Je filme pour agir, oui, j'espère que les films, ces films peuvent opérer un changement indispensable. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt Thierry Michel. Merci.